Dans le cadre de l'étude de la diversité des interactions biotiques, c'est-à-dire des interactions du vivant sur le vivant, nous allons aborder dans cette séquence des exemples de coopération entre les êtres vivants. Nous allons commencer par l'étude des lichens qui constitue un exemple de symbiose, c'est-à-dire une association obligatoire à bénéfice réciproque. Les lichens sont des organismes pionniers qui colonisent des milieux nus pauvres en nutriments. On les trouve fréquemment sur le tronc des arbres ou les toitures des maisons. Des études génétiques montrent que deux génomes différents sont présents, le premier appartient à une algue, l'autre à un champignon. On réalise à l'aide d'une lame de rasoir bien tranchante une coupe de lichen que l'on place entre lame et lamelle dans une goutte d'eau afin de l'observer au microscope. On constate que le lichen est un être vivant constitué d'algues et de champignons. Pour vérifier le métabolisme des lichens, on réalise une expérimentation. On place les lichens dans une enceinte hexao afin de mesurer les échanges gazeux de dioxygène, caractéristiques du métabolisme en présence ou en absence de lumière. On compare les échanges gazeux du lichen avec ceux d'une algue verte et d'un champignon de type Penicillium. À partir du moment où on allume la lumière, on constate que le lichen produit du dioxygène de la même manière que l'algue verte. En revanche, dès qu'on éteint la lumière, on constate que le lichen consomme du dioxygène comme c'était le cas pour le pénicillium durant toute cette expérience. Il existe donc une coopération entre deux types de métabolisme au sein du lichen, une photosynthèse réalisée à la lumière par l'algue et une respiration aussi bien par l'algue autotrophe que par le champignon hétérotrophe à l'obscurité. Ces deux métabolismes peuvent contribuer chacun au métabolisme global du lichen. La deuxième expérience qui est réalisée ici doit nous permettre de montrer les échanges qui existent au sein du lichen entre l'algue et le champignon. On découpe des disques de lichen auxquels on apporte une source de dioxyde de carbone et d'hydrogénocarbonate radioactif, c'est-à-dire une source de carbone minéral radioactif. L'objectif de la radioactivité est de déterminer le devenir de ce carbone apporté. Le dispositif est éclairé, puis on détermine à intervalles réguliers la teneur en molécules organiques radioactives du lichen, de l'algue et du champignon. On constate que le carbone minéral marqué est assimilé dans un premier temps par les algues chlorophylliennes au cours de la photosynthèse, puis une partie de ces molécules organiques synthétisées à partir de ce carbone minéral est transférée au champignon qui devient à son tour radioactif. La radioactivité totale incorporée par le lichen correspond à la somme des radioactivités incorporées par l'algue et le champignon. En résumé, on peut dire que le lichen est un être vivant qui est constitué d'algues et de champignons. À la lumière, l'algue produit des molécules organiques par photosynthèse qui seront distribuées au champignon pour sa respiration à partir de glucose. Le champignon transfère aussi des éléments à l'algue comme de l'eau, des sels minéraux par exemple. Le lichen est ce que l'on appelle une association à bénéfice réciproque, c'est ce que l'on appelle une symbiose. Nous allons voir maintenant qu'il existe d'autres exemples de coopération. Le premier exemple que l'on peut évoquer est celui des nodosités racinaires des Fabacées. Les racines de certaines plantes de la famille des Fabacées comme le pois ou le haricot sont couvertes de petites boules que l'on appelle des nodosités racinaires. Sur la photographie de gauche, il s'agit de racines de plants de soja qui sont cultivées en champ normal, alors que sur la photographie de droite, le soja était cultivé en milieu stérile, c'est-à-dire dépourvu de toute bactérie. On peut donc comprendre que ces nodosités contiennent des bactéries. Il s'agit de bactéries du genre Rhizobium, observées ici au microscope électronique. Ces bactéries sont capables de fixer le diazote atmosphérique et de le transformer en ion ammonium. Normalement, les plantes prélèvent l'azote du sol sous forme d'ion ammonium ou nitrate. Les plantes ne sont pas capables d'utiliser le diazote atmosphérique. Grâce aux nodosités, les bactéries vont fixer l'azote atmosphérique, le transformer en ammonium, puis le transférer aux plantes.
En retour, les plantes apportent des molécules organiques aux bactéries. Il s'agit d'un autre exemple de symbiose. Nous pouvons aussi aborder le cas des mycorhizes. La mycorhize correspond à l'association entre les racines d'une plante et le mycélium d'un champignon. Sur le plan étymologique, mycor signifie champignon et rhize veut dire racine. Le filament mycélien du champignon augmente la surface d'échange racinaire. La mycorhize améliore donc le prélèvement dans le sol de l'eau et des minéraux, et la plante apporte au champignon des molécules carbonées issues de la photosynthèse. La croissance des plantes est nettement améliorée grâce aux mycorhizes. Le microbiote constitue lui aussi un autre exemple de symbiose. Les bactéries constitutives du microbiote intestinal ou du microbiote cutané assurent des rôles bénéfiques pour l'organisme humain. Vous pouvez revoir ce sujet grâce à la vidéo sur le microbiote, qui est un sujet abordé en classe de seconde. Il existe au sein des écosystèmes des exemples très nombreux d'associations à bénéfice réciproque sans qu'elles soient toujours obligatoires. Quand cette association est positive pour les deux, on parle de symbiose ou de mutualisme, et si l'association n'est bénéfique que pour l'un des organismes, on parle de commensalisme. Ces associations peuvent permettre par exemple de débarrasser l'hippopotame de ses parasites, de protéger contre les prédateurs, ou d'assurer la pollinisation.